Peut-on survivre à 18 tentatives d'assassinat et devenir le visage d'une renaissance africaine? Cette interrogation n'est pas un scénario de fiction. Elle résume la trajectoire explosive d'Ibrahim Traoré, un homme de 34 ans, géologue de formation, propulsé du rang de capitaine à celui de chef d'État à Ouagadougou en l'an 2022. Il n'est ni issu d'une lignée influente, ni façonné par l'élite politique. Traoré est né du chaos, dans un pays où la jeunesse ne rêvait plus que de fuite ou de survie. Son ascension tranche avec l'ordre établi, révélant le désespoir et la colère d'une nation épuisée. Dès sa première prise de parole comme leader, il ne promet rien de classique. Il lance une offensive contre la dépendance, un appel à rompre avec ceux, internes et externes, qui profitent des faiblesses du Burkina Faso. Mais ce combat se paie cher. Depuis son arrivée au pouvoir, il a survécu à 18 attaques contre sa vie. Chaque attentat prouve que sa vision dérange, que ses ennemis sont nombreux, de la France à l'Occident tout entier. Pour certains, il est téméraire, voire inconscient. Pourtant, pour des millions de jeunes Africains, il représente un espoir inédit, celui d'une souveraineté retrouvée, d'une Afrique prête à reprendre le contrôle de ses ressources et de son destin, quitte à tout risquer. Si Traoré échoue, c'est un rêve collectif qui s'effondre et la soumission qui menace de reprendre le dessus. Mais s'il parvient à briser le cycle, c'est tout un ordre mondial qui pourrait vaciller et une nouvelle histoire africaine qui s'écrirait enfin. Mais qui est vraiment Ibrahim Traoré, cet homme que rien ne prédestinait à bouleverser l'ordre établi? Son parcours révèle bien plus qu'un simple changement de dirigeant. Avant la Révolution, le Burkina Faso ne tenait plus debout. Mais pourquoi? Bien avant que le nom d'Ibrahim Traoré ne surgisse dans les ruelles et sur toutes les lèvres, le pays vivait un véritable cauchemar. Les insurrections islamistes se multipliaient, des villages entiers étaient effacés, des familles déracinées, la peur s'étendait jusque dans les quartiers les plus tranquilles. La corruption avait contaminé chaque recoin du pouvoir. À chaque scrutin, la population assistait à une farce. Les promesses s'envolaient dès que les urnes se refermaient, et les élites se partagèrent les bénéfices dans l'ombre. Le peuple s'enfonçait dans le doute, l'espoir s'effritant lentement, usé par la misère et les trahisons répétées. Dans ce chaos, la France se présentait comme alliée et protectrice. Mais derrière les discours officiels, elle poursuivait ses intérêts. L'or, le coton, les terres rares, tout partait à l'étranger. Les Burkinabés voyaient leurs richesses s'évaporer, sans jamais en profiter. Les multinationales engrangèrent les profits, les dignitaires locaux recevèrent leur part, et la majorité du peuple était condamnée à la survie. Prenez par exemple le cas de la mine d'or d'Essakane. Officiellement fleuron de l'économie nationale, elle illustre ce pillage. Pendant plus de 10 ans, l'or extrait a enrichi des sociétés étrangères, tandis que les villages alentours manquaient d'eau potable et d'écoles. Même scénario pour le coton, première culture d'exportation, mais qui n'a jamais sorti les producteurs de leur pauvreté chronique. Les villages se vidaient, les écoles fermaient, les hôpitaux manquaient de tout. On promettait la souveraineté, mais les décisions cruciales se prenaient toujours ailleurs, à Paris ou dans des ambassades puissantes. Le pays saignait à blanc, sous le regard indifférent de ceux qui auraient dû le défendre. Au sein de l'armée, un jeune capitaine observait cette descente aux enfers. Ibrahim Traoré. Il voyait ses frères d'armes tomber, non seulement sous les balles ennemies, mais aussi à cause de la lâcheté et des trahisons internes. Peu à peu, lui et d'autres jeunes soldats comprenaient. L'adversaire ne se cachait pas seulement dans le désert, mais aussi dans les salons dorés de Ouagadougou, parfois même au-delà des frontières. Pour illustrer ce climat, souvenons-nous de l'attaque du village de Solane en 2021. Plus de 160 personnes, hommes, femmes, enfants, massacrés en une nuit. L'armée, sous-équipée, n'a pu intervenir à temps, et la population a compris que l'État était absent. Face à cette impasse, la colère a gonflé. Le peuple a refusé de rester un pion, impuissant, dans un jeu qui se décidait loin de lui. Des femmes, des hommes, des jeunes se sont levés, prêts à réclamer ce qui leur revenait. La terre, la dignité, le droit de choisir leur avenir. Tout allait se jouer là. Si rien ne changeait, le Burkina Faso était condamné.
ses ressources pillées jusqu'à la dernière pépite, son identité dissoute, son âme éteinte. Le chaos n'était plus une menace lointaine, il rampait déjà, prêt à engloutir la nation entière. Mais un homme allait briser ce cercle fatal. Voici comment, en l'an 2022, tout a basculé. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre qui était vraiment Ibrahim Traoré. D'où lui venait cette rage, ce courage? Qui l'a forgé et qu'attendait-il du Burkina Faso? Ibrahim Traoré est né à Bondokui, loin des projecteurs. Issu d'une famille modeste, il a grandi en observant l'injustice et la précarité du quotidien burkinabé. Il a vu son père lutter pour nourrir la famille, sa mère se battre pour l'éducation de ses enfants malgré les obstacles. Dès le plus jeune âge, il comprend que l'avenir ne s'écrira pas sans effort. Adolescent, il excelle à l'école. Il décroche une bourse pour l'université, puis choisit la voie de la géologie, espérant contribuer au développement de son pays. Mais très vite, il découvre que la richesse du sous-sol profite à d'autres. Il s'engage alors dans l'armée, convaincu que la stabilité du pays dépend de la justice et de la défense des ressources nationales. Aucun compromis, aucune négociation. La rupture est absolue. À Ouagadougou, au cœur de la poussière rouge et d'une colère sourde, tout bascule. Ibrahim Traoré et ses frères d'armes n'attendent aucun feu vert, n'ouvrent aucune porte à la discussion. Ils renversent l'ordre établi dans un élan brutal, net, sans appel. Pour eux, le passé n'est qu'un champ de ruines à abandonner. Le premier coup frappe la France. Traoré exige l'expulsion immédiate des soldats français. Les accords militaires, autrefois garants d'une sécurité illusoire, sont déchirés en public. Les conventions minières, symboles de décennies de spoliation, sont dénoncées avec fracas. Pour la première fois après plus de 60 années de présence étrangère, le Burkina Faso clame haut. La souveraineté n'est plus un mirage, mais une conquête risquée. Dans un discours enflammé, Traoré ne promet pas seulement l'indépendance. Il dévoile la fin du mensonge, celui d'une liberté sous surveillance, d'un État bâillonné par ses chaînes coloniales. Ici débute une ère inédite, celle d'une souveraineté assumée, même au prix d'un saut périlleux sous le regard inquiet du monde. L'Occident s'offusque aussitôt, les capitales condamnent, les médias martèlent, dictature, isolement, dérive. Mais dans les rues, c'est l'explosion. Le peuple acclame, la jeunesse chante, le drapeau burkinabé envahit les réseaux sociaux. Un mythe naît, son nom traverse désormais toute l'Afrique de l'Ouest. Pour mieux comprendre l'onde de choc de cette rupture, rappelons l'exemple du Mali voisin. En 2021, le colonel Assimi Goïta avait déjà amorcé la rupture avec la France. Mais jamais un dirigeant n'avait été aussi loin que Traoré, expulsant toutes les bases étrangères en moins de 6 mois. Cette audace a inspiré les peuples du Niger, du Tchad, du Sénégal, qui ont commencé à réclamer plus de souveraineté. On compare déjà Traoré à Sankara, mais il refuse de répéter l'histoire. Pour ne pas finir trahi, il adapte sa méthode. Unité militaire resserrée, contrôle féroce du récit par une propagande numérique et alliance surprenante, parfois avec des puissances qui font frémir les anciens partenaires. Il sait, son autorité ne tient que s'il demeure imprévisible et résolu. Prenons l'exemple de Thomas Sankara, assassiné en 1987 par ceux qu'il croyait ses alliés. Traoré, lui, limite drastiquement les cercles de confiance autour de lui. Il met en place des services de renseignement internes, renforce la discipline des troupes et surveille étroitement sa sécurité, ne dormant jamais 2 nuits de suite au même endroit. Rien n'est gagné. Choisir la liberté, c'est risquer l'exil, l'embargo, voire la mort. Mais pour Traoré et une génération entière, la dignité ne se négocie pas. Plutôt tout bouleverser que sombrer dans la résignation. Pourtant, cette fracture politique n'est qu'un prélude. Très vite, la secousse va atteindre le nerf le plus sensible, l'économie. Les premières sanctions ne tardent pas. Les flux financiers se resserrent et le pays doit inventer de nouvelles règles pour survivre. Quand on défie les empires, la facture se chiffre en vies humaines. Ibrahim Traoré n'a pas seulement rejeté l'influence étrangère. Il a touché au nerf, renégocié, annulé, dynamité les contrats miniers.
Fini les privilèges pour les multinationales. Fini les milliards engloutis dans la corruption. Traoré a supprimé les avantages de l'élite, refusé les palais dorés et réduit son propre salaire. Pour la première fois depuis l'indépendance, un président partageait le sort du peuple. Mais l'audace attire la riposte. Très vite, la répression s'abat. Les sanctions internationales tombent, imposées par des organisations africaines sous la pression des puissances occidentales. Les médias crient à la dictature. Dans l'ombre, les soupçons de complot s'accumulent. 18 tentatives d'assassinat, 18 soirs à frôler la mort. Chaque nuit, le pouvoir vacille. La lutte ne se joue pas qu'à l'intérieur. Les grandes puissances flairent le vide. Russie, Turquie, Chine. Chacune propose ses armes, ses contrats, ses conseillers, ses médias. Derrière chaque offre, une nouvelle dépendance guette. Traoré manœuvre, cherchant la souveraineté sans se laisser piéger. Prenons le cas du Mali, qui a remplacé l'armée française par la société privée Wagner. Le risque de passer d'une tutelle à une autre hante toutes les discussions. Traoré, conscient du piège, impose la transparence sur les nouveaux partenariats, même si la tentation de l'aide rapide reste forte. Pourtant, malgré la peur, le peuple tient bon. Dans les rues de Ouagadougou, des milliers de jeunes scandent son nom. Les murs, les réseaux sociaux, tout explose d'espoir. Sa résistance devient symbole. On lui pardonne ses excès parce qu'il incarne un rêve. Celui d'une Afrique debout, maîtresse de son destin. Mais le jeu est dangereux. Le Burkina Faso est devenu l'épicentre d'une nouvelle guerre froide sur le continent. Entre le risque d'être dévoré par de nouveaux parrains et le rêve d'indépendance totale, chaque décision peut tout faire basculer. Si Traoré tombe, le rêve d'une Afrique forte risque de sombrer dans la violence ou la récupération. L'avenir de millions de jeunes, la dignité du continent, tiennent à un fil tendu sur l'abîme. Mais jusqu'où peut-il tenir face à tant de menaces? L'histoire n'a pas encore choisi son camp. Et si la vraie force ne résidait pas dans l'or, mais dans l'exemple? Depuis Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré a lancé une onde de choc qui traverse le continent. Ses discours, sobres et directs, enflamment TikTok et X, cumulant des millions de vues. Pour d'innombrables jeunes Africains, il ne symbolise pas seulement la résistance, il réveille le rêve de Thomas Sankara, ce rêve d'une Afrique fière et maîtresse de son destin. Pourtant, l'inspiration ne suffit pas. Sous l'impulsion de Traoré, de nouvelles alliances voient le jour. Le Mali, le Niger et bientôt d'autres pays du Sahel affichent leur rupture avec l'ordre franco-africain. Ensemble, ils esquissent les contours d'un bloc souverain, résolu à défendre ses ressources et sa sécurité sans tutelle étrangère. Ce tournant se traduit dans les actes. Traoré refuse les privilèges, roule dans une vieille Peugeot, partage ses repas avec les soldats. Il impose une gouvernance par l'exemple, où chaque geste doit servir le peuple. Cette posture radicale divise les élites, mais captive une jeunesse lasse des promesses vides et des privilèges héréditaires. Un débat s'enflamme. Cette nouvelle indépendance est-elle une vraie libération ou masque-t-elle une nouvelle dépendance, cette fois envers d'autres puissances moins visibles? Derrière la rupture avec la France, certains redoutent déjà l'emprise de la Russie ou de la Chine, prête à occuper la place laissée vacante. Pour illustrer ce dilemme, on peut citer le cas du Congo dans les années 60. Après avoir chassé les Belges, le pays s'est retrouvé sous l'influence des États-Unis et de l'URSS, chaque camp cherchant à tirer profit de la situation. La leçon est claire. La souveraineté se défend chaque jour, contre tous les appétits. Le monde observe, partagé entre la crainte du chaos et l'admiration pour l'audace africaine. Certaines capitales redoutent un effet domino, d'autres saluent le courage d'une jeunesse décidée à ne plus subir. Mais pour les peuples concernés, l'enjeu est brûlant. Reprendre la main sur leurs richesses, leur histoire, leur voix, tout en sachant que l'échec pourrait tout leur coûter, de la liberté à l'espoir. Rien n'est acquis. L'alternative est implacable. Écrire enfin l'avenir d'une Afrique souveraine ou retomber dans le cycle tragique des promesses confisquées. Mais derrière l'image de leader incorruptible, Traoré doit affronter de redoutables ennemis. Chaque décision peut provoquer une réaction en chaîne, et la moindre erreur serait fatale.
Pour renforcer sa position, Traoré mise sur l'éducation patriotique. Il encourage les jeunes à s'engager dans le développement local, lance des programmes de formation agricole, soutient les coopératives. Il multiplie les visites sur le terrain, rencontrant les populations les plus isolées, rappelant que la souveraineté commence par la solidarité nationale. Des mesures concrètes sont prises, relance de la production locale, taxation accrue des entreprises étrangères, lutte contre la corruption à tous les niveaux. Mais les défis restent immenses. Insécurité persistante, fuite des cerveaux, pression internationale. Chaque victoire est fragile, chaque recul peut être fatal. Jusqu'où ira le capitaine? Jusqu'où irez-vous pour votre propre liberté? Ce n'est plus simplement l'histoire d'un homme. C'est celle d'un peuple entier, peut-être même d'un continent. À Ouagadougou, à Bamako, à Niamey ou à Dakar, le nom d'Ibrahim Traoré résonne comme une promesse de rupture, un écho d'espoir dans chaque rue. Il n'a rien reçu. Il a tout pris au chaos, au prix de la peur et du courage. Face à la fatalité coloniale, à la corruption, à la résignation, il a choisi de risquer sa vie pour une idée simple. L'Afrique peut écrire sa propre histoire. Mais à chaque pas, la menace s'épaissit. Les puissances étrangères n'oublient jamais. Les vieilles élites non plus. La survie de Traoré ne tient qu'à un fil, la confiance du peuple, la fidélité de l'armée et sa propre capacité à ne pas devenir ce qu'il combat. Le Burkina Faso n'est pas un simple laboratoire, c'est le miroir d'un immense pari. Si Traoré échoue, l'espoir d'une souveraineté africaine s'effondre. Mais s'il tient, tout devient possible. La jeunesse peut reprendre ses ressources, son avenir, sa dignité. Le continent montre au monde qu'il peut se relever seul, quitte à tout risquer, mais avec la volonté de tout transformer. Pour donner une dimension pratique à cette lutte, chaque citoyen est appelé à participer. Création de réseaux de solidarité, soutien aux initiatives locales, refus de la corruption au quotidien. Les collectifs de jeunes organisent des campagnes de nettoyage, des ateliers d'alphabétisation, des veillées de sensibilisation à la citoyenneté. L'engagement n'est plus une option, mais une nécessité. Ici, ce qui se joue dépasse les frontières du Burkina Faso. C'est la capacité d'un continent à dire non à la dépendance, à la honte, aux injonctions venues d'ailleurs. C'est un défi lancé à l'ordre mondial, un appel à l'émancipation qui fait trembler les anciens empires. La question n'est plus « qui gouverne ?», mais « pourquoi et pour qui ?» Traoré est-il le début d'une nouvelle ère ou la dernière étincelle avant la nuit? Nul ne peut le dire. Mais une chose est certaine, le monde regarde, l'Afrique retient son souffle. Pour l'avenir, plusieurs scénarios se dessinent. Le premier, le Burkina Faso devient un modèle de résilience, inspirant d'autres pays à suivre la même voie. Le second, la pression extérieure l'emporte, la crise s'aggrave et le pays sombre dans l'instabilité. Pour éviter la tragédie, il existe des étapes concrètes. Renforcer l'éducation civique, encourager l'entrepreneuriat local, développer des médias indépendants et surtout, maintenir l'unité nationale au-dessus des intérêts partisans. Si l'histoire a prouvé une chose, c'est que les peuples qui refusent de choisir restent condamnés à subir. Le destin du Burkina Faso appartient à ceux qui osent rêver, agir, résister. Rien n'est écrit. Et vous, quel rôle jouerez-vous dans cette histoire qui s'invente maintenant ?